tout à fait configurer les choses. Alors, un instant. Alors, vous allez me faire juste un signe sur la plateforme si vous m'entendez, parce que je ne souhaite pas aller de l'avant si je ne suis pas persuadé que vous m'entendez. Et vous, juste un signe si vous m'entendez. Alors, je vais voir si c'est perceptible. Alors donc, je ne suis pas sûr que vous m'entendez, vous me percevez. Je vais devoir arrêter ce direct parce que je ne perçois aucune trace en ligne. Voilà. Bon, il me semble que ça passe. J'espère que ça passe. Voilà. Bien. Alors, nous allons poursuivre notre discussion d'hier concernant l'efficacité énergétique dans la boucle, sur la boucle de vapeur et condensat. C'est une problématique industrielle qui concerne les entreprises du secteur agroalimentaire essentiellement, le secteur pharmaceutique, le secteur de la chimie, la pétrochimie, les raffineries en général, les brasseries. C'est des industries qui utilisent qui utilisent de la vapeur industrielle comme fluide caloporteur qui permet de réaliser plusieurs opérations indispensables dans le procédé. Alors, toujours dans le cadre de nos échanges sur la plateforme euh, maintenance industrielle que nous avons créée en ligne. Alors déjà, je vous invite à liker la page maintenance industrielle parce que nous avons un groupe associé à cette page qui a près de 15 000 membres. Mais la page elle-même, elle n'a pas autant de pages, autant de likes, ni autant d'abonnements. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette page parce que nous avons notamment des
la possibilité d'effectuer des directs et des lives sur site, et notamment avec des téléphones portables. Et nous n'avons pas la possibilité de le faire pour le moment parce que nous n'atteignons pas encore 2000 abonnés sur la page Facebook associée à ce compte Maintenance Industrielle. Et je pense que si nous sommes déjà à près de 15 000 sur le groupe, un seul groupe associé à la page, je pense qu'il suffit que une faible proportion de quelques membres du groupe prennent la peine de s'abonner à la page, de liker, de s'abonner pour que nous puissions avoir cette possibilité d'intervenir en direct, mais pas nécessairement au bureau comme c'est le cas en ce moment. Il y a possibilité d'intervenir en direct sur les sites. Voilà. Alors, nous avons commencé la dernière fois à évoquer les 4 principaux aspects qui concernent la vapeur dans l'industrie, les 4 principaux, pas tout à fait, le travail est organisé disons, en 4 blocs. La gestion de la vapeur est structurée en 4 espaces géographiques, dans ce sens qu'il y a un site dans l'industrie, il y a les aspects concernant la production de la vapeur, c'est le premier aspect. Il y a le transport, donc la distribution de la vapeur, et puis il y a la consommation de la vapeur produite en elle-même, et enfin nous avons le retour de condensat de cette vapeur condensée une fois qu'elle aura cédé, une fois qu'elle a cédé son contenu énergétique au procédé. Alors, nous avons, lors de notre premier débat dessus, parlé des possibilités de gestion de l'énergie concernant la production de la vapeur. Voilà. À l'endroit où la vapeur est produite, c'est-à-dire au niveau de la chaufferie. On a très sommairement évoqué quelques cas. On a fait des études de cas. Et il y a une dernière étude de cas qu'on a abordée, mais qu'on n'a pas développée, qu'on va essayer de la poursuivre aujourd'hui, qui concerne la vapeur de revaporisation, la vapeur instantanée ou la vapeur flash, n'est-ce pas? Cette vapeur-là qui se produit spontanément lorsque le condensat sort de l'espace vapeur pour aller vers l'espace condensat ou l'atmosphère, eh bien, il y a cette transition où instantanément la vapeur sous la forme liquide devient une vapeur sous la forme gazeuse de façon quasi instantanée du seul fait de son contenu énergétique qui ne peut pas supporter disons, la possibilité d'être dans une pression d'abord assez haute, puis soudain basse, sans pouvoir se transformer, sans qu'une partie de cette vapeur ne puisse se convertir en gaz. Voilà, c'est une des caractéristiques du fluide vapeur, hein, de pouvoir se régénérer, se revaporiser. Cette revaporisation n'est pas le fait d'une augmentation du contenu énergétique, de la chaleur au niveau de la chaudière. Non, c'est exactement le contraire. C'est parce que le condensat très chaud, sous la forme liquide, était à une pression suffisamment grande, et puis soudain, la pression ayant chuté, et cette vapeur ne peut pas exister sous sa forme liquide. Alors, ça, nous allons le voir lorsque nous aborderons les aspects théoriques de la vapeur industrielle. La théorie de la vapeur est une vraie problématique qui mérite d'être étudiée par la jeunesse africaine dans les universités, dans les écoles d'enseignement technique, parce que c'est un fluide essentiel dans la transformation des produits alimentaires notamment, mais pas que alimentaires. Plusieurs procédés industriels ont besoin
de la vapeur. Alors, nous allons passer à l'étude de cas concernant justement la récupération de cette vapeur de revaporisation. Ici, nous voyons que quand vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir un instant. Voilà. Bon, alors, excusez-moi. Voilà, bon. Donc, l'étude de cas concernant la vapeur de vaporisation, on voit que lorsque les purges de déconcentration qu'on effectue au niveau de la chaudière pour évacuer les impuretés qui existent dans l'eau de chaudière. Hein. L'eau de chaudière n'est pas une eau pure, et d'ailleurs, elle comporte quelquefois certains adjuvants, il y a certains ajouts de traitement qui ne sont pas de l'eau, hein, de l'eau pure, et donc qui doivent se retrouver au fond de la chaudière lorsque la vapeur s'est vaporisée, enfin le contenu de la chaudière est passé de l'état liquide à l'état vapeur. Eh bien, au fur et à mesure que l'eau alimentaire se rajoute au niveau de la chaudière, eh bien, la concentration des particules en suspension augmente et il faudrait régulièrement purger ce fond de la chaudière pour empêcher qu'il y ait colmatage des canalisations, des conduites. Il y a une sorte de bave qui se produit au niveau des installations si on ne fait pas attention avec la concentration du fond de la chaudière. Alors, et donc, mais il se trouve que lorsqu'on évacue ces purges-là et qu'on les déverse directement à l'égout, eh bien, ces purges ont un contenu énergétique substantiel qui mérite d'être traité pour qu'on récupère le contenu énergétique de ces purges et la récupération de ce contenu énergétique du fait que c'est disons, ce sont des purges sous pression, à la pression de la chaudière carrément. Il y a un fort pourcentage de vapeur de revaporisation qui se forme lorsque ces purges sortent de la chaudière. Et un dispositif intéressant, je pense que vous voyez sur l'image, un dispositif permet de récupérer cette vapeur flash, cette vapeur de revaporisation. Voici donc le tank, le réservoir de cette vapeur de revaporisation qui la collecte. Et nous avons, à travers cet échangeur, la possibilité de récupérer, disons, la chaleur qu'il y a dans cette vapeur de vaporisation et pouvoir l'injecter dans un procédé là où on a besoin de cette chaleur au niveau de l'usine. Alors, il se trouve que cette opération qui produit des économies, ici dans ce cas de figure, de 13 000 € par an, requiert un investissement de 15 000 € et donc avec un temps de retour sur investissement de 14 mois. Alors, on avait vu que c'est une solution, disons une préconisation économiquement rentable, au moins économiquement, si on pensait à la mettre en œuvre quand on a, disons, une chaufferie qui génère des purges avec un taux de purge conséquent, avec un gisement de vapeur de vaporisation intéressant. Alors ça, c'est l'expert qui doit venir auditer l'installation ou tout simplement l'opérateur de la chaufferie, s'il a les compétences exigibles, il a la possibilité de récupérer cette chaleur et éviter ainsi la perte d'argent de l'employeur. Voilà. Alors, cette mesure elle est faite. On passe à la suivante. Alors, là, nous allons aborder finalement
la deuxième, le deuxième volet des possibilités de gestion de l'énergie. On a passé le premier volet, qui est le volet concernant la production de la vapeur. Alors nous en sommes maintenant au volet de la distribution de la vapeur. Alors, sur le réseau de distribution de vapeur, je vous dis qu'il y a également des possibilités de gagner beaucoup, de réduire, d'optimiser, oui, de limiter les pertes d'argent. Voilà, pour l'employeur, pour l'exploitant, si dans le réseau de distribution, les règles de l'art sont observées, la réglementation en vigueur et tout, les règles de contrôle, de maintenance, de gestion, de réglage, si tout est observé, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent, de faire gagner beaucoup d'argent à son employeur si on a acquis l'expertise nous permettant d'observer, d'identifier, de diagnostiquer ces postes de consommation, de perte de vapeur au niveau du réseau de transport. Alors ça, quand vous regardez ce schéma, la chaudière, donc ici le bocal en rouge, enfin oui, qui est donc à l'extrême gauche là, le volume cylindrique là, nous avons la coupe transversale. Et c'est une chaudière qui produit de la vapeur à 10 bars, à 180 degrés Celsius. Et donc, les parties rouges sont donc, tout ce qui est en rouge là, c'est de la vapeur. Et vous voyez, la vapeur est distribuée. Elle est distribuée, alors je vais le placer là. Ça va nous permettre de... Voilà. La vapeur est distribuée alors, le long des canalisations, des conduites spécialisées qui sont des conduites de vapeur. Hein. C'est pas des tubes en plastique, c'est de l'acier, c'est métallique, avec les propriétés susceptibles de résister aux pressions et à la température de ce fluide caloporteur. Alors, et donc, ce réseau de distribution, là, ici, nous avons juste un schéma, mais dans la réalité, c'est des installations de plomberie industrielle, hein, des tubes un peu partout, mais cette fois, la différence, c'est que ceux-ci sont calorifugés. Il y a une gaine avec une isolation thermique qui protège les canalisations des déperditions, contre les déperditions thermiques qui pourraient se produire le long du parcours de la vapeur, qui est donc un fluide gazeux très chaud, et qui doit rester chaud à cette température, à cette pression. Et cela n'est possible que si les possibilités de perte de chaleur sont toutes réduites. Les possibilités de perte de chaleur à travers les parois latérales de ces conduites, ou à travers les postes de purge, on va le revoir tout à l'heure, ou alors au niveau de la destination finale de cette canalisation qui débouche soit sur un échangeur, soit sur une vanne où on injecte de la vapeur vive dans le procédé. Voilà. Alors, donc, là, nous voyons par exemple que si en termes de distribution, nous avons ici une vanne qui alimente un échangeur d'une certaine forme, qui a certaines propriétés. Vous voyez, la vapeur rouge, quand elle arrive au niveau de l'échangeur, vous voyez, la chaleur est cédée au procédé, et le bleu qui se forme, c'est l'eau, hein, le condensat qui commence à se former, et ce condensat, lorsqu'il se forme, il se déverse au fond de la canalisation. Il y a un pot de purge qui est ici, c'est un pot hein, physiquement qui recueille le liquide vapeur condensé, et là nous avons un purgeur qui a cette sorte de piège, d'ailleurs trap, je dis bien en anglais, c'est steam trap, un piège à vapeur qui empêche la vapeur de passer dans le circuit de condensat, qui ne laisse passer que le condensat et pas la vapeur, parce que la vapeur, sous sa forme gazeuse, est encore, enfin la vapeur elle est gazeuse, mais disons l'eau
sous la forme gazeuse a encore son contenu énergétique. Elle n'a pas encore cédé sa chaleur au procédé. Et donc, il vaut mieux qu'elle reste protégée, qu'elle reste dans la partie chaude. Et le purgeur a cette possibilité de ne laisser passer, hein, c'est sa caractéristique structurelle propre, qui lui permet de ne laisser passer à travers la sortie que la vapeur qui a été condensée, hein, l'eau condensée, le condensat, c'est ce qu'on appelle le condensat, et une fois il est récupéré, il ressort, il sort pour être récupéré dans le bac à condensat. Donc tout ce qui est bleu là, c'est le bac à condensat qui donc normalement est censé renvoyer la vapeur condensée, donc le condensat, vers la chaudière. C'est une boucle fermée, la boucle de vapeur et condensat. Alors, où est-ce que nous avons les possibilités de gérer de l'énergie? Eh bien, c'est dans les canalisations, c'est dans les vannes, comme nous allons le voir dans la suite. Voilà, par exemple, ici, l'optimisation de la distribution. Un cas, une étude de cas, c'est le calorifugage et les fuites externes. Alors, donc là, on va lister, on pourrait étudier plusieurs possibilités de gestion de la vapeur au niveau du réseau de distribution, mais les postes, les gisements de gestion de la vapeur sont donc le calorifugage, donc la possibilité, donc on a de limiter les déperditions latérales au niveau des conduites et au niveau des échangeurs, bref, tous les équipements consommateurs de vapeur ou par lesquels la vapeur transite ont besoin d'être calorifugés pour empêcher les pertes thermiques. Alors, les fuites externes, bien sûr, dans le réseau de condensat, c'est comme dans le réseau d'eau potable ou les réseaux de n'importe quel fluide. Et nous avons des fuites physiques où il y a de l'eau qui fuit, mais là c'est la vapeur qui fuit. Eh bien, il s'avère que lorsque la vapeur fuit, c'est comme si c'était de l'eau qui fuyait, mais beaucoup plus que ça, parce que l'eau, à la limite, l'eau ne coûte pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais la vapeur, c'est de l'eau dans laquelle nous avons mis beaucoup d'argent pour la faire passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et donc, on a un contenu énergique, la chaudière a brûlé le combustible, et donc l'eau est passée, l'eau a été vaporisée, et donc ce n'est plus une eau ordinaire. Et lorsqu'on a vaporisé cette eau, c'était pour qu'elle puisse transporter cette chaleur qu'on lui a cédée vers le procédé. Ce n'était pas pour qu'elle se recondense spontanément sans aucun intérêt. Pourquoi on porterait l'eau à ébullition jusqu'à 180 degrés en achetant un combustible, s'il était possible qu'une partie de cette vapeur s'évapore dans la nature ou soit perdue? Ce serait absurde. Et donc, c'est pour cela que la chasse aux fuites est un gisement d'économie d'énergie et d'argent. Alors, il y a l'autre possibilité, c'est l'amélioration de la qualité de la vapeur en améliorant le design de l'installation. Ici, on a évoqué le pot de purge ou les postes de purge à condensat. Alors, bien sûr, la qualité ici, c'est un peu comme dans les formes d'énergie quelconque, hein, comme l'électricité, il y a la quantité, ok, qui se conserve, hein, mais il y a la qualité également de l'énergie qui importe, parce que vous avez dans un lac où l'eau peut passer de 20 degrés à 40 degrés, s'il fait très chaud, c'est rare, mais bon, ça peut arriver, eh bien, cette différence de degrés, de 20 degrés, de 20 à 40, ou même 30 degrés, donc de 10 degrés, fait que ce lac a emmagasiné des millions de kilojoules, de mégajoules thermiques. Mais cette chaleur-là, qui est emmagasinée dans le lac, n'est pas utile. Au sens qu'on ne peut pas... Bon, si on a besoin de l'eau à 30 degrés, oui, on peut la prendre. En général, quand l'eau atmosphérique est à 30 degrés, c'est que quelque part dans les parages, on n'a pas besoin on a besoin de plus de 30 degrés ou de moins de 30 degrés. Voilà.
mais pas tellement 30 degrés puisque c'est la température ambiante. Alors, et donc, ce contenu énergétique-là est réel, et il est même important, mais sa qualité n'est pas intéressante dans ce sens que elle ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est pareil au niveau de la vapeur. Lorsque nous avons euh, une vapeur qui est produite au niveau de la chaudière à 10 bars, ici dans ce cas, et à 180 degrés, ça veut dire que le réseau de vapeur est configuré pour une pression de, de 10 bars au départ, mais il y a certains postes de consommation où on a des baisses de pression, on a besoin de températures moindres, et donc on fait de la baisse de pression au poste qui convient, qui conviennent, et on obtient une vapeur de moindre qualité, hein, dans ce sens que euh, par rapport à l'usage qu'on veut en faire, elle est adaptée, mais si on veut un usage plus exigeant, elle n'est plus adaptée. Bien que le contenu énergétique ait été conservé en amont et en aval, mais la, comment dire, la capacité, notamment en ce qui concerne l'énergie, la possibilité de produire du travail n'est plus tout à fait la même selon que la vapeur est à basse pression ou à haute pression. Alors, si le réseau de transport de vapeur ou de distribution de vapeur ne respecte pas certaines règles au niveau des coudes, au niveau des sections, au niveau des sections des canalisations, au niveau des calorifuges, il est possible que une bonne partie de la vapeur pendant son transport se condense et donc perdre complètement son pouvoir caloporteur. Hein, et donc cette chaleur, elle a été convertie en condensat, ok, mais elle n'a plus servi au procédé au niveau de l'échangeur. C'est pour ça qu'on parle de perte de qualité ici. Et ça fait perdre de l'argent parce que de toute manière, si le procédé avait besoin de cette température-là, que la vapeur n'a pas pu atteindre du fait de sa dégradation pendant son parcours, eh bien, on va devoir la reproduire à nouveau, cette vapeur de meilleure qualité pour pouvoir faire l'opération qu'on veut effectuer, parce qu'autrement, la qualité du produit final qu'on veut obtenir va prendre un coup. Et si on est exigeant dans sa production, on est obligé de faire l'effort nécessaire pour soit éviter la dégradation de cette vapeur le long de son déplacement, de son parcours dans les canalisations, soit perdre de l'argent. Et ça, c'est pas tout à fait ce que les employeurs, les industriels veulent faire. Alors, les postes de purge de condensat, s'ils ne sont pas réglés, l'expérience montre que sur le terrain, nous avons dans des installations, dans une raffinerie, il y a des milliers de postes de purge. Hein, et bien, il y a une bonne proportion, 30%, 20% de purgeurs ne fonctionnent pas. Certains sont bloqués, ouverts. Certains ne font pas le travail convenablement, ne purgent pas tout à fait, ne purgent pas l'air. Certains oublient même de purger l'air également, parce que l'air est un isolant. Lorsqu'il s'accumule dans les surfaces d'échange, ça dégrade le transfert thermique et c'est encore une perte d'argent. Donc, les postes de purge de condensat doivent être bien gérés. Il y a une vraie politique de gestion des purgeurs dans une installation en vapeur si on veut éviter des pertes d'argent du fait des postes de purge. Nous allons voir dans certains cas ici concrètement combien ça fait perdre d'argent à un industriel qui ne fait pas attention disons, aux pertes observées au niveau des postes de purge. Alors, il y a également un gisement d'économie au niveau des procédures de démarrage. Les procédures de démarrage, eh bien, lorsqu'on démarre une installation de vapeur industrielle, c'est pas simple. Il faut respecter tout un protocole, faire monter la température relativement progressivement, vérifier les pressions, vérifier
l'écoulement du condensat, parce qu'au départ, tout est froid, et donc les premiers jets de vapeur dans les canalisations vont beaucoup plus être condensés, hein, pour réchauffer d'abord les canalisations. Et il faut surveiller l'évacuation de ces condensats de façon gravitaire, parce que il n'y a pas d'autre mécanisme que la structure propre même du réseau de vapeur pour évacuer le condensat. Et si l'opération de démarrage ne respecte pas un protocole bien établi, eh bien, le démarrage risque d'être lent, risque d'être peu optimum. Et donc, pour les grandes installations où il y a des milliers de litres ou plusieurs mètres cubes d'eau dans les canalisations, avec un contenu énergétique qui n'est obtenu que par la consommation du combustible. Hein. C'est le combustible qui est le fuel, le gaz, le pétrole, enfin l'uranium, tout dépend de ce qu'on fait dans le procédé ou la biomasse. Eh bien, c'est un combustible qui est à acheter pour pouvoir atteindre le niveau de pression et des températures dans le... Et donc, les procédures de démarrage, le respect scrupuleux des procédures de démarrage permet de limiter beaucoup de dépenses thermiques. Il y a d'autres, bien sûr, aspects qu'il n'est pas utile d'aborder à ce niveau. Alors, déterminer la pression vapeur optimale. Oui, parce que bien sûr, dans un réseau de vapeur, nous avons plusieurs postes de consommation. Nous ne pouvons pas produire de la vapeur à 10 bars si aucun poste de consommation ne requiert 10 bars. Enfin, si tous les postes de consommation ne requièrent que 3 bars, on va dire. Alors, il faudra étudier la pertinence de produire de la vapeur sous 10 bars. Ça ne peut être intéressant que s'il y a une raison pour laquelle on va produire à 10 bars pour être consommé à 3 bars après l'avoir détendu. Hein? Les postes de détente qui sont installés au niveau des échangeurs ou des points de consommation ne sont là que pour convertir des sortes de transformateurs de vapeur qui adaptent, un peu comme l'électricité ou les transformateurs de courant ou de tension, qui adaptent la tension haute tension à la basse tension par rapport à l'usage. Et bien pour les vapeurs, les postes de détente font exactement la même fonction, mais la même chose pour l'électricité, on élève la tension pour le transport pour éviter les pertes thermiques, les pertes électriques, les pertes Joule notamment, qui sont thermiques mais pas de la même nature. Pour l'électricité. Ici, c'est des pertes thermiques qui peuvent être évitées quand on fait le transport de la vapeur à haute pression, si bien sûr le point de production et le point de consommation sont très distants. Alors à ce moment, il vaut mieux produire de la vapeur à haute pression pour limiter les pertes, et pas seulement les pertes d'ailleurs, c'est beaucoup de contraintes de faire passer un bon débit de vapeur à une basse pression. Déjà, la taille, le diamètre des canalisations peut être important. Si le débit de vapeur utile à basse pression est requis. Et donc, quelquefois, il vaut mieux quand même la produire à la haute pression pour limiter, disons, la taille des réseaux de transport, de distribution au niveau des points de consommation. Alors, mais quoi qu'il en soit, il y a lieu d'optimiser, n'est-ce pas, la pression vapeur au niveau du réseau, parce que quand on gère, on veut produire la vapeur à haute pression, eh bien ça veut dire que le fluide, le combustible doit brûler beaucoup, il y a de grandes quantités de fluide, de combustible qu'on doit brûler. Si on veut produire 120 degrés, ça va paraître que si on veut produire 180 degrés. Alors, si ce n'est que du 120 degrés, ben, je brûle une certaine quantité de combustible. Mais si je veux de la chaleur à 180, 150 ou 300 degrés, enfin, ou 250 degrés, parce que je dois vous dire que pour la vapeur, il y a une température limite à laquelle l'eau ne peut pas se retrouver sous la forme de vapeur. Donc, mais si on veut une quantité de chaleur relativement importante, jusqu'à 300 degrés, bien sûr, vous doutez bien, ça ne sera pas la vapeur à la pression atmosphérique, puisqu'à la pression atmosphérique, la vapeur ne peut exister qu'à 100 degrés. Mais à 200 degrés, ce sera la vapeur dans les canalisations sous pression. Voilà.
Alors, c'est pour ça que si on n'a pas déterminé la pression optimale qui est requise pour l'installation, on n'a pas de raison suffisante pour ordonner à la chaudière de caler disons, la sortie de la vapeur à 10 bars plutôt qu'à 7 bars. Voyez-vous? Alors, l'autre possibilité de gestion, c'est optimiser la régulation de la pression et de la température. Oui, vous savez, il est important que... Oui, mais ça, c'est dans la théorie de la vapeur qu'il faudrait, pour bien cerner cette observation, c'est dire que la vapeur, lorsqu'elle existe à une pression, eh bien, à cette pression-là, elle doit être à une température donnée. Voilà. Donc, quand le volume, bien sûr, est fixé, eh bien, à une pression, la température est figée. Si elle doit rester à l'état vapeur. Et donc, il faudrait s'arranger à ce que les volumes requis pour que la température recherchée soit observée quand la pression imposée est au rendez-vous, eh bien, que tout cet ensemble soit bien coordonné, parce que sinon, eh bien, les contraintes de la structure propre de la vapeur ne seront pas observées et on aura du mal à, disons, à réaliser l'opération qu'on veut réaliser. Parce que, vous savez, lorsqu'on veut, dans certains procédés industriels, on vous dit telle opération doit avoir lieu à 95 degrés Celsius et pas à 96, voyez-vous, eh bien, il faudrait s'assurer que la vapeur que j'injecte dans ce procédé va arriver à une pression telle que la température sera à 96 degrés et pas autre. Parce que si j'envoie une pression moindre ou supérieure, eh bien, la température requise ne pourra pas être observée. Alors, c'est pour ça que le concepteur du réseau ainsi que le conducteur du réseau vapeur doivent s'assurer que tous ces aspects sont observés, toutes ces contraintes, pour que le procédé fonctionne normalement. Alors, voilà une première étude de cas. Là, nous avions listé les possibilités de gestion de l'énergie dans le réseau de distribution de la vapeur. Maintenant, quand on veut visualiser concrètement ce que ça représente, l'argent, je perds combien? Alors, ici, une mesure préconisée après le passage d'un auditeur que nous sommes, c'est notre métier, entre autres. Eh bien, ici, nous préconisons le calorifugage ou le remplacement des calorifugages existants. Quelquefois, on peut calorifuger ou remplacer un mauvais calorifugage qui n'assure plus sa fonction. Eh bien, on observe que le gain annuel après la mise en œuvre de la mesure préconisée est de 39 000 € dans cette usine-là. Je vous rappelle, 39 000 € économisés par an, simplement parce que sur une partie de l'installation, on a isolé thermiquement les canalisations de vapeur dans le réseau de transport, le réseau de distribution. Alors, évidemment, cela ne s'est pas fait avec les doigts dans les narines. On a dû mettre la main à la poche, n'est-ce pas? Et l'entreprise a investi 36 000 € pour effectuer ces travaux. 36 000 € pour l'étude et pour la réalisation, la mise en œuvre de toute cette recommandation telle que prescrite par l'auditeur, gestionnaire d'énergie. Eh bien, en 11 mois, au bout de 11 mois, il y a eu un retour sur investissement. Alors, je vous explique ici que le retour sur investissement est observé uniquement à même les économies réalisées par le combustible non acheté. Je recommence. Je remplace le calorifugage ou j'installe un calorifugage
Cela m'a coûté 36 000 euros. Et il se trouve que, désormais, dans cette usine, je fais mon travail comme d'habitude. Je produis les mêmes quantités de biens et de services comme d'habitude. Mais soudain, la consommation de combustible a chuté. Et l'économie que j'ai réalisée en une année, c'est 39 000 euros. Je n'ai pas acheté 39 000 euros de combustible. Je n'ai plus acheté 39 000 euros de combustible. Et pourtant, j'ai produit les mêmes services, les mêmes biens, parce que j'ai utilisé 36 000 euros pour faire un travail préconisé par un consultant énergie à mon conducteur de l'industrie, de la boucle de vapeur et condensat. Ce n'est pas intéressant, ça? Et donc, du coup, ça veut dire que tous les ans, après la mise en œuvre de cette mesure, j'ai 39 000 euros qui tombent du ciel, littéralement. Tous les ans, j'économise 39 000 euros de combustible. Alors, voyez-vous, lorsque vous avez la possibilité de faire ce type de choses dans votre usine, normalement, lorsque vous voyez passer un auditeur énergie et environnement, vous devrez l'inviter à visiter vos installations pour essayer de faire de même. Alors, bien sûr, les avantages ici, c'est les économies d'énergie et d'argent, de gaz à effet de serre, la diminution des pertes, toutes les pertes par radiation. Vous savez, c'est les pertes à quel niveau? C'est que quand... Alors, observez cette figure-là. Vous avez ces canalisations. Lorsque vous utilisez la caméra thermique, vous voyez que sur le calorifugage, il y a des parties rouges. Eh bien, c'est la chaleur qui est en train de se perdre littéralement dans la nature pour réchauffer l'ambiance, réchauffer l'atmosphère, alors que cette chaleur, elle était destinée au procédé, elle a été produite par l'achat du combustible pour aller vers le procédé, et soudain, elle est en train d'être dissipée littéralement dans l'usine pour réchauffer la nature. Alors, ça, c'est une catastrophe, voilà, si vous voulez, l'image en dessous, c'est ce qu'on voit, l'homme ordinaire. Et au-dessus, c'est lorsqu'on est muni de la caméra thermique pour auditer, parce qu'on peut regarder la canalisation de vapeur et ne rien voir si on regarde pas avec les lunettes de l'auditeur. Mais nous, quand on observe avec nos outils, on voit très bien que là, il y a des pertes et le jeu en vaut la chandelle. Il y a lieu de penser au calorifugage. Alors, cette mesure-là, je pense qu'on l'a bien commentée. Si vous avez des questions, posez-nous des questions sur... je sais que vous n'êtes pas forcément en direct, mais les vidéos peuvent être consultées en différé, si vous passez le terme, et vous pourrez donc commenter et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le feedback. C'est un travail très passionnant lorsque nous le réalisons sur le terrain. Et le conducteur des travaux dans une usine qui est confronté à ces problématiques, souvent n'est pas muni des armes. Il n'a pas les outils pour faire ce travail. Et c'est pour cela qu'il est intéressant pour vous qui avez accès à cette vidéo de la partager et auprès de vos amis et connaissances qui sont dans ce domaine. Voilà. On va passer à la prochaine. Alors, on va passer à la prochaine. Un instant, ne coupez pas. Voilà. Bien, excusez-moi. Alors, nous allons passer à la prochaine mesure. Ici, il y avait manque de calorifugage. Ici, rapidement, nous avons ici, voilà, le barillet de distribution qui envoie de la vapeur dans les différents postes de consommation. Et on voit ici que
nous avons, ici c'est pas isolé, hein, et quand on regarde, il y a énormément de déperditions thermiques à cet endroit. Quand on passe par là, il y a une chaleur importante. Et là, il se trouve que non isolé, alors déjà, on recommence ici, 11 000 kilowatts par an perdus. Donc, il se trouve que la quantité de chaleur dégagée dans ce barillet, les vannes du barillet, au niveau des vannes là, eh bien, jusqu'à 11 000, plutôt 11,4 kilowatts par an de puissance perdue. Hein. Et en argent, on évalue que c'est 8 400 euros perdus tous les ans, uniquement parce que nous n'avons pas isolé ces vannes qui sont, disons, disposées au niveau de ce barillet. Ça, franchement, je pense que ça vaut la peine. Alors, un autre élément d'économie d'énergie, la robinetterie du poste de régulation. Voilà un poste de régulation ici. Si sa robinetterie, donc tout ce qui est vanne, hein, tout ce qui est accessoires, si tout n'est pas isolé, ici on voit qu'il y a des déperditions de seulement de 3,6 kW de puissance par an. Si c'est une puissance qui est dissipée en permanence, en fonction de la durée d'utilisation, mais en général les usines fonctionnent 24 heures sur 24, ça veut dire qu'en 24 heures, tous les jours, eh bien, nous avons cette puissance qui est consommée, et donc tous les ans, ça fait 2500 euros par an, donc à cet endroit. Alors imaginez que l'usine est énorme, et que nous ayons plusieurs endroits comme ça où, on, peut, faire, disons, réduire les déperditions thermiques. Eh bien, c'est autant de possibilités de gagner de l'argent qu'on a dans cette usine. Alors, là, par exemple, nous n'avons pas un pot de purge. Hein, nous avons ici une canalisation qui est verticale. La vapeur, elle est censée venir, disons, desservir ce réservoir. Il y a sûrement un échangeur thermique qui fait bouillir ou maintenir à une certaine température le procédé. Eh bien, il est prévu que lorsque la vapeur a effectué un parcours incliné ou vertical, eh bien, il faut que au bout du parcours, il y a un pot qui puisse piéger la partie condensée de cette vapeur. Et là, il se trouve que cette vapeur va forcément aller dans l'échangeur et au risque d'aller noyer l'échangeur. Et si le poste de purge n'est pas prêt à faire son travail, nous aurons au niveau de la surface d'échange, non pas de la vapeur uniquement, mais également du condensat. Parce que l'ensemble, tout est la même pression. Donc il y a coexistence de deux phases de cette vapeur, la phase liquide et la phase gazeuse. Et le transfert thermique n'est optimisé que sur la phase liquide, gazeuse plutôt. Et si le condensat est noyé, plutôt l'échangeur est noyé à moitié de sa surface, eh bien, ça veut dire que le transfert thermique ne s'effectue que sur la partie qui n'est pas noyée. Et le procédé donc, est en train de souffrir d'un défaut de transfert thermique conséquent. Alors, vous n'imaginez pas les conséquences qui peuvent en résulter au niveau de la conduite du procédé, au niveau des exigences qu'il y a, si c'est des médicaments qu'on est en train de fabriquer, si c'est un traitement particulier qu'on veut faire subir un matériau ou une substance, eh bien, cette situation est une catastrophe, littéralement, dans l'industrie. Alors, c'est pour cela que lorsque les fabricants viennent vous livrer les usines, ils repartent et que vous avez un personnel qui n'est pas formé à ce type de situation, eh bien, vous pouvez avoir des situations comme celle-ci dans votre usine sans jamais vous en rendre compte et constater simplement que vos produits, vous avez du mal à atteindre les performances, à atteindre la qualité, les exigences que vous vous fixez, que les concurrents arrivent à atteindre, mais pas vous, parce que chez vous, vous avez un défaut dans votre réseau de vapeur et de condensat que vos
vos opérateurs n'ont pas su, n'ont pas pu identifier, et donc et personne n'a eu l'occasion de vous mettre la puce à l'oreille pour que vous puissiez prendre les dispositions qui s'imposent afin qu'un auditeur, un œil neuf, arrive dans votre installation et détecte cette catastrophe qui, à elle seule, peut vous faire couler l'entreprise. Je sais de quoi je parle. Alors, ça, c'est dans les deux images, c'est le manque d'un pot de purge au niveau des transits, des espaces d'échange thermique. Là, on a un poste de régulation des détentes. Et là, c'est pareil. Il faut absolument que lorsque la vapeur arrive à un tel obstacle, eh bien, qu'il y ait un pot de purge disposé en aval pour récupérer la partie de la vapeur condensée, puisque de toute façon, le transfert de la vapeur dans les canalisations s'accompagne nécessairement de la formation de condensat, parce que les déperditions thermiques, même si elles sont faibles, parce que la canalisation est calorifugée, elles sont quand même existantes. Et donc, comme il ne faudrait pas y avoir les moindres gouttes de vapeur dans la canalisation, pour d'autres raisons, eh bien, il vaut mieux que le pot de purge fasse son travail. L'autre mauvaise conséquence de la présence des condensats dans les canalisations, c'est la possibilité d'observer des coups de bélier. Les coups de bélier qui sont d'autres dégâts qu'on n'aura pas l'occasion de détailler ici, et qui font qu'il vaut mieux les éviter en mettant des pots de purge pour, disons, prémunir son réseau de vapeur contre ces catastrophes. Alors, l'autre cas, ici, on ajoute, oui, pardon, oh là là, alors, ajouter 8 pots de purge sur les lignes de distribution. Là, par exemple, une mesure préconisée a consisté à agiter un certain nombre de pots de purge. Vous voyez un peu, voilà une canalisation qui arrive. Le pot de purge est là. La vapeur qui va dans ce sens, le condensat qui se forme au fur et à mesure que la vapeur se déplace, est forcément au fond de la canalisation. Mais le pot de purge permet de piéger cette vapeur. Donc les gouttes de vapeur, les gouttes plutôt de condensat, se retrouvent là-dedans. Et donc, le purgeur peut donc évacuer ce condensat sans aucun problème. Alors là, il se retrouve que pour avoir installé 8 pots de purge dans son système, les économies observées en un an s'élèvent à 15 000 euros et les dépenses en investissement pour cette opération sont de 22 000 euros. Et donc, ça veut dire que le temps de retour sur investissement, c'est de 18 mois, ce qui fait que au bout de 18 mois, on a dépensé 22 000 euros, mais au bout de 18 mois, on commence à gagner 15 000 euros par an. 15 000 euros par an, parce qu'on a mis en place dans son usine un dispositif qui nous fait gagner de l'argent. Je vous rappelle que cet argent, c'est un argent qui résulte de la baisse d'achat de combustible. Le combustible ne sera pas acheté pour 15 000 euros, mais le travail sera toujours fait de la même manière. Parce que ces 15 000 euros ne servaient pas à faire le travail, mais servaient à perdre la vapeur, la chaleur au niveau de ces pots de purge. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Alors, les avantages sont ceux que nous observons. La qualité de la vapeur est améliorée, puisque du coup, nous avons une vapeur vive, une vapeur sèche qui arrive au niveau de l'échangeur complètement déshumidifiée. Et donc, il n'y a pas de risque d'avoir une fine couche de condensat au niveau de l'échangeur, parce que la vapeur serait arrivée avec plein d'humidité. Non, l'humidité a été évacuée, et donc on est sûr que le contenu énergétique de la vapeur est encore intact, et il va pouvoir être cédé au niveau de l'échangeur au procédé. Et si le poste de purge fait correctement le travail, eh bien, seul le condensat pourra sortir de l'espace vapeur. Voilà. Alors,
Euh, L'autre avantage, l'échange de chaleur a augmenté, voilà, concrètement ici, l'échange a augmenté de 2%, a augmenté plutôt, a augmenté puisqu'il y a plus d'humidité. Alors là, il y a 2% d'économie d'énergie et de CO2 grâce à la diminution de la vapeur consommée. Vous vous rendez compte? On consommait plus de vapeur, hein, lorsque le condensat n'était pas purgé, lorsque nous n'avions pas des pots de purge disposés à ces endroits stratégiques de la boucle de vapeur et condensat. Et nous aurons désormais moins d'érosion sur les tuyauteries, les robinets et d'autres accessoires. Alors, bien sûr, vous savez, ces gouttes de condensat qui se trouvent dans le réseau de vapeur sont en mouvement. Et la vapeur, lorsqu'elle circule dans les canalisations, elle circule à une certaine vitesse, hein. Et donc, vous voyez, lorsque la vapeur passe par les endroits où il y a de l'eau, elle balance ces gouttes d'eau un peu partout et à une certaine vitesse. Et donc, comme c'est mécanique, une goutte d'eau, vous savez, même quand la pluie tombe, certaines fois, on sent qu'elle est en train de nous percer le crâne, plus ou moins. Et là, c'est juste la pluie qui tombe de façon gravitaire, donc c'est pas très fort. Mais là, imaginez que on vous accompagne des gouttes de pluie et avec une force, une pression, un peu comme justement le cracheur d'eau là, comment dire, le cachère, ce dispositif que les pompistes ou les gens qui nettoient les voitures, quand on vous balance des gouttes d'eau à une certaine pression, vous voyez bien ce que ça peut produire. Eh bien, c'est pareil que ce que la vapeur pourrait faire si, dans son parcours, elle rencontrait des gouttes d'eau condensée. Voilà. Alors, je pense que nous avons évacué les, les différents postes d'économie d'énergie sur le réseau de transport de la vapeur. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous attendons vos commentaires. Nous aimerions pouvoir vous apporter plus d'éclairage sur ces phénomènes. Nous voulons simplement que vous exprimiez votre intérêt pour cela et le tour sera joué. Alors, je vais donc vous redemander de liker la page Facebook relative à ce groupe. Parce que le groupe, je vous le dis, le groupe Facebook a près de 15 000 membres. Les inscriptions, les adhésions à ce groupe sont régulières, par centaines par jour. Et curieusement, la page Facebook associée à ce groupe n'est pas souvent visitée, n'est pas autant visitée, j'allais dire. Et donc, nous vous invitons à vous abonner sur cette page parce que c'est la page qui est l'interface extérieure de ce groupe. C'est à travers cette page-là que nous pourrons communiquer plus amplement avec vous, notamment lorsque nous sommes en usine, nous sommes sur les sites. Là, actuellement, nous ne pouvons faire des directs que sur un ordinateur parce que cela le permet. Mais lorsque nous sommes en ligne, plutôt sur site, il nous faut plus de 2000 membres abonnés sur notre page pour pouvoir effectuer ces directs. Alors, nous vous invitons simplement à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir pour ne pas rater les posts. Hein. Nous serons plus réguliers. Les aspects, les domaines sont très divers, sont divers et variés. Et c'est pour cela que nous avons invité également à vous inscrire sur des groupes WhatsApp. Ces groupes WhatsApp qui pourraient, à travers lesquels nous pourrons être plus réactifs et interagir sur des sujets particuliers. Le groupe WhatsApp relatif à la maintenance industrielle dans le génie thermique, par exemple, dans lequel
la boucle de vapeur et condensat est concernée, pour lequel elle est, comment dire, qui contient la thématique de la boucle de vapeur et condensat, eh bien, c'est là-dessus que lorsqu'il y a un participant qui souhaite d'être contacté ou qui souhaite être joint plus ou moins rapidement, plutôt que de revenir au niveau de la page ou du groupe, c'est très compliqué, hein, la réactivité, eh bien sur le groupe WhatsApp, tout de suite on est contacté et on peut échanger rapidement. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt et restons ensemble.